J'imagine que tout le monde a des bouffées de chaleur ce matin, Sarah. Ça doit être très difficile à vivre. De tout ce matin dans le public, des bouffées de chaleur, de la sécheresse intime, pas vrai? Voilà, mais Elle est contente d'être venue. Mais vous n'êtes pas la seule, comme les Françaises que j'ai rencontrées ce matin. Est-ce que vous êtes ménopausée? Oui, Est-ce que vous étiez préparée à ce bouleversement hormonal? pas du tout. J'ai mis longtemps avant de me rendre compte que c'était ça. Pas forcément, mais quelque part, je l'attendais parce que je pensais comme ça me libérerait des obligations menstruelles. Ce serait quoi les avantages, justement, à entrer dans cette période? On est à un aboutissement de quelque chose. Après, il faut avancer avec cette nouvelle conception et de la vie et de soi-même. On n'a plus nos règles. C'est la vie, ça. C'est la vie, ça. Et les inconvénients? Les tendons qui sont plus fragiles, les douleurs, tous les changements de température nocturne et diurne que j'ai vécu. Et ça, c'était l'enfer. La prise de poids, très fulgurant, et là, les personnes pleurent. On commence à avoir quelquefois des humeurs un peu météorologiques, et nuages. La météo est comment aujourd'hui de votre côté? La météo, elle est parfaite. En plus, j'ai en face de moi Sarah. Est-ce que vous trouvez que c'est tabou de parler de ménopause? C'est tabou parce que la vieillesse devient tabou. En fait, quelque part, on est obligé de tenir la route. Autrement, la vieillesse, c'est synonyme de mise à l'écart. Il y a des études qui montrent que le bonheur commence après 50 ans. Est-ce que c'est le cas chez vous? Il a une autre saveur puisqu'on est un peu plus cash qu'avant. On se libère un peu plus de temps parce que les enfants sont grands. Quelle célébrité de plus de 50 ans vous trouvez inspirante? Alors, Agathe Le Caron, mais on va dire que je faillotte. Mais Elle va c'est être contente. c'est vrai parce qu'elle a beaucoup d'humour Oui. et c'est très agréable. Trop fière. Je suis jamais contre un petit compliment, Sarah. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui vous répondent et que vous torturez. Alors, Elisa, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc venue témoigner ce matin parce que c'est vrai qu'il y a deux gros symptômes qui se sont invités dans votre vie récemment. C'est une petite prise de poids, des troubles du sommeil. On parlait tout à l'heure du fait que ça pouvait être handicapant. C'est vrai que c'est quand même deux empêchements à vivre correctement, mal dormir et ne pas se sentir bien dans sa peau. C'est quand même très, très compliqué. Mais vous voulez pas prendre le traitement parce que vous êtes sophrologue, que vous avez l'habitude d'avoir toujours pris des médicaments très naturels, c'est bien ça. Et donc, vous n'arrivez pas à passer le pas, quoi. Ce qu'on peut Oui. comprendre. Oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui vous Donc, fait peur? depuis quelques mois, je vis effectivement ces troubles du sommeil qui m'empêchent de dormir et qui me réveillent toutes les nuits vers 3-4 heures du matin. Parce que vous vous réveillez en âge? Non, alors moi, je n'ai pas de bouffée de chaleur. C'est vraiment uniquement les troubles du sommeil. Donc, je me réveille à 3-4 heures du matin et je ne peux plus me rendormir. Donc, je mets énormément de temps à m'endormir. Donc, c'est vrai que c'est un peu handicapant au quotidien, surtout quand on a une journée de travail en suivant. Voilà. Et puis, j'ai pris pas mal de poids. Donc, malgré l'alimentation que je continue Vous n'avez pas changé d'avoir. d'alimentation? Non, c'est exactement la même. Je fais du sport assez régulièrement et je sens que je stocke beaucoup plus qu'avant. On va vous éclairer avec Abigail Deby. Vous le disiez tout à l'heure, Abigail, il y a une femme sur deux qui vit sa ménopause en silence. Donc moi, je suis très heureuse parce que c'est vrai que la parole commence à se libérer grâce à des podcasts comme celui d'Elsa Wolinski dont on parlera tout à l'heure et grâce à ces émissions. Mais ça reste quand même quelque chose de très tabou. C'est comme si on n'était plus valable en fait à partir du moment où on était ménopausé. Comment un phénomène aussi universel, puisque vous le disiez tout à l'heure, ça concerne quand même la moitié de l'humanité, comment ça peut être encore un tabou aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche en France les femmes d'en parler librement? Puisqu'on le vit toutes. Mais je dirais que c'est un mélange de tabous sociétaux et aussi de désintérêt, il faut bien le dire, de la communauté scientifique et médicale. Les deux, forcément, sont liés. Déjà, la ménopause, c'est un peu au carrefour de plusieurs discriminations. Le fait que ce soit associé à la vieillesse et qu'il y ait dans notre société beaucoup d'agisme, c'est-à-dire une dévalorisation de la vieillesse en tant que telle. Ensuite, le sexisme. Pendant très longtemps, les problèmes qui concernent la santé des femmes n'ont pas intéressé ni le grand public, ni le corps médical. Souvent, ils ont été minorisés, invisibilisés, silenciés et ils n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherches. Et puis, ça concerne le corps des femmes et tout ce qui concerne l'intimité des femmes est encore tabou. Il y a une femme sur deux qui n'ose pas en parler à son partenaire. C'est un sujet qui fait l'objet d'assez peu de communication et de transmission intergénérationnelle. On en a très peu parlé avec nos mamans, avec nos grands-mères, si on les a eues. Et notamment, on va proposer à partir de 45 ans une consultation dédiée, mieux former les professionnels et puis financer des projets de recherche. Ouais, enfin, il faut quand même que cesse cette omerta autour de la ménopause. Parce que c'est vrai que c'est comme si c'était honteux, que c'était sale d'en parler. En fait, ça laisse quand même les femmes dans une solitude incroyable et puis une errance aussi. Parce que parfois, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Je veux dire, c'est quand même du jour au lendemain où on peut se réveiller en nage dans la nuit et on peut se dire mais qu'est-ce que j'ai un problème, mon système immunitaire est en train de se battre contre quelque chose.
Et il faut quand même dire que la ménopause, c'est pas juste, bah tiens, quelques bouffées de chaleur. Déjà, on ne sait pas ce que c'est qu'une bouffée de chaleur. Donc la première fois que les femmes vivent une bouffée de chaleur, ça peut être très impressionnant. Il y a aussi des changements physiques, émotionnels qui sont énormes, qui sont sous-estimés. Des femmes qui se retrouvent dans des angoisses abyssales qu'elles n'avaient jamais connues avant. Est-ce qu'on peut justement résumer quels sont ces symptômes autres que la fameuse bouffée de chaleur? Ouais, alors la ménopause, c'est 70 à 80 symptômes. Heureusement, on n'expérimente pas tout en même temps, et puis c'est très variable d'une femme à l'autre. Évidemment, le plus fréquent, c'est les bouffées de chaleur, et ça concerne 80% des femmes à peu près, et une fatigue qui est à la fois, qui est un peu plurifactorielle, hein. Elle peut être mentale, physique, elle peut être liée à tous les autres symptômes. Ça touche pareil 45 à 80% des femmes. Mais ce qu'on connaît moins, c'est le fait qu'on a des récepteurs aux œstrogènes partout dans notre corps, et donc ça va influer plein de fonctions. On en a parlé, il y a les troubles de l'humeur, plus d'anxiété, plus de dépression, des difficultés à se concentrer, le fameux brouillard cognitif, avec vraiment l'impression de pas être d'être un petit peu à côté de ses pompes. Les troubles du sommeil qui impactent grandement la qualité de vie, des douleurs musculaires, osseuses, articulaires, des troubles digestifs parfois. Et évidemment, il y a plein d'autres symptômes. Ce qui est difficile, donc ça peut donner des maux de tête, des vertiges, des troubles Que digestifs. le dernier ferme la porte. Voilà. Bisous. Et Au revoir. puis les troubles effectivement génito-urinaires, la sécheresse vaginale, des problèmes de libido, des problèmes de continence urinaire. Cette énumération, elle n'est pas là pour vous faire peur parce que deux choses. La première chose, c'est qu'en s'éduquant un petit peu plus, quand on arrive à la phase de transition ménopausique, il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin et à lui demander frontalement, est-ce que vous ne pensez pas que tel symptôme peut être lié à ma ménopause? Ça, c'est vraiment important parce que le risque, c'est l'errance diagnostique. Les médecins étant pas très bien formés et le grand public l'étant encore moins, et ben parfois, on va se perdre dans des diagnostics qui ne sont pas les bons. Parfois, la ménopause, ce n'est pas la cause principale du symptôme, mais en tout cas, ça peut aggraver les choses. Et autre chose très importante, c'est que le traitement hormonal substitutif peut aider pour tout un tas de symptômes. On a vu que pendant des années, par exemple, on a prescrit des anxiolytiques et des antidépresseurs à des femmes qui, en fait, étaient juste, entre guillemets, en transition ménopausique. Et peut-être qu'avec les hormones, eh ben, ça serait allé beaucoup mieux, avec moins d'effets secondaires. Alors, je voudrais qu'on en parle de ce fameux traitement, puisqu'il fait peur à Elisa et à beaucoup de femmes. C'est vrai que ça fait couler quand même beaucoup d'encre. Pourquoi est-ce qu'il a été autant critiqué à l'époque? Et maintenant, il a été réhabilité, il faut le dire. C'est ça, en fait, c'est l'histoire d'un malentendu un petit peu. Avant 2002, on prescrivait beaucoup ce traitement, mais avec des dosages d'hormones qui étaient assez forts. On prescrivait des œstrogènes et des progestatifs, et on le prescrivait un petit peu au tout venant pour faire de la prévention. On disait que ça serait le médicament anti-vieillesse, que ça préviendrait le risque cardiovasculaire, et puis que ça améliorerait les symptômes d'une façon générale. Et puis en fait, en 2002, ils ont fait un petit peu machine arrière, surtout aux États-Unis, parce qu'on a vu qu'il y avait des événements indésirables, des cancers du sein, des cancers de l'utérus, et puis des problèmes cardiovasculaires. Sauf que le message qui a été transmis au grand public, c'est dangereux pour toutes les femmes. Or, ce n'était pas vrai. Et maintenant, ce que je pourrais à peu près conseiller de façon raisonnable, c'est 1, on consulte, 2, on en parle vraiment frontalement à son médecin. Et très souvent, en fait, il pourrait être prescrit avec un bénéfice qui est majeur. Et les risques de cancer du sein, de cancer de l'utérus et d'événements cardiovasculaires sont souvent moindres que les bénéfices attendus, en fait. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que ce traitement a montré que finalement, sur les os, sur, comme vous le disiez, les maladies cardiovasculaires, ça avait plutôt tendance à inverser la tendance naturelle à baisser et justement, ça de préserver notre santé. Donc, il faut réhabiliter peut-être ce traitement, en tout cas, faire en sorte que les femmes en aient moins peur.